par rapport donc à toute cette intervention qui sont vraiment très intéressantes, je voudrais simplement poser une question donc, à M. Prévost. Tout ce processus d'installation ou de demande de départ ou de transfert de peuples, de communautés juives donc en Israël a été donc assez progressif. Il a été demandé de manière plus ou moins vigoureuse par des personnes qui s'en sont fait des chantes ou des théoriciens également. Mais ce qu'il faut savoir aussi peut-être, c'est qu'à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, on a découvert quand même une horreur, des atrocités énormes. Est-ce que finalement la création de cet État d'Israël donc n'est pas aussi n'a pas aussi quelque chose de profondément émotionnel et de profondément quelque chose qui est peut-être de l'ordre de... je ne parlerai pas d'une volonté d'offrir une résilience à un peuple qui avait terriblement souffert et qui, au dire de certains politiques, quand on leur demandait mais que pouvait-on proposer donc, au peuple juif, ils n'étaient pas les seuls, évidemment, à avoir subi donc, le régime concentrationnaire et spécifiquement pour la Shoah en tout cas. Certains politiques, dont je crois le général de Gaulle avait dit mais que pouvait-on faire d'autre également? Donc toutes ces réactions, c'est de l'ordre aussi d'une réponse donc, immédiate à un traumatisme très profond. Merci madame. Très court s'il vous plaît. Très court. Ah ben ça va être très simple. J'ai oublié de vous rappeler également l'article du professeur Charnet du numéro 17 de Géostratégie, qui avait 2007, sur le complexe israélo-sioniste. Moi, je vais vous répondre très simplement. Hein. C'est pas compliqué. Moi, je ne dis pas du tout la Shoah. Mais quelle est la responsabilité des Palestiniens dans la Shoah? Pouvez-vous me le dire? Alors pourquoi? C'est eux qui sont chargés de payer la note. Alors qu'à ma connaissance, je sais bien qu'on équipe toujours vous savez, du CENI, là, le grand mufti de Jérusalem. Enfin, vous comprenez, du CENI, c'était rien du tout, pratiquement, le CENI. Il avait, la famille du CENI était importante, bien sûr. Mais enfin, comment peut-on faire payer la note à des Palestiniens qui ne peuvent rien du tout, qui n'ont rien été pendant la guerre, en disant maintenant vous allez payer la note des Allemands, hein? On va vous envoyer maintenant les Juifs chez vous. Voilà. Vous n'avez qu'à envoyer les Juifs en Allemagne, à la limite. Hein? Vous n'avez qu'à faire découper une partie de l'Allemagne, leur confier, je ne sais pas, le land de Hesse ou le land de, je ne sais pas trop quoi, de Hambourg. Mais pas évidemment la Palestine. Moi je ne vois pas le rapport entre la Palestine et la Shoah. Il n'y a qu'un rapport que je vois, c'est que les Juifs ont dit plus jamais ça, alors que maintenant vous avez quand même le camp de concentration de Gaza. Ça, ce rapport-là, je le vois. Merci beaucoup. Moi j'ai une question pour vous et M. Corvez. Quelle est la politique aujourd'hui de l'Arabie Saoudite en tant que leadership du monde arabe envers la Palestine? Alors, comme vous voulez. On peut noter une inflexion très nette de la politique de l'Arabie Saoudite. On avait déjà noté avant les derniers événements qui opposent la Russie et l'Ukraine, on avait déjà noté depuis quelque temps des tentatives de rapprochement entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. C'est d'ailleurs pour cette raison que les Américains, aidés par les Israéliens, ont assassiné le général Qassem Soleimani, parce que c'était un des acteurs fondamentaux de ce rapprochement, ou cette tentative de rapprochement entre
entre les sunnites et les chiites, finalement, quand il était à Bagdad, où il a été tué, il était en mission officielle pour continuer à travailler sur ce rapprochement entre l'Arabie Saoudite, qui est le tête file des sunnites, et l'Iran. Moi, j'ai entendu beaucoup de diplomates iraniens m'expliquer qu'ils avaient envoyé des délégations les unes après les autres à Riyad pour dire aux Saoudiens, mais écoutez, vous êtes la grande puissance sunnite du monde arabe, nous sommes la grande puissance chiite du monde perse essentiellement, mais avec des ramifications dans le monde arabe, et nous comprenons très bien que vous avez des responsabilités, on est prêt à les reconnaître, mais reconnaissez les nôtres. Donc les Iraniens avaient depuis longtemps envoyé des délégations à Riyad pour discuter et dire arrêtons de nous affronter et au contraire essayons de trouver un modus vivendi entre nous. Ils ont été, la plupart du temps, les Saoudiens les ont rejetés et ça venait du fait que les Saoudiens étaient à l'époque complètement dans les mains des Américains depuis Obama et puis même avec Trump encore. Pour revenir à plus récemment, les tentatives de rapprochement entre l'Arabie Saoudite et le monde chiite ont continué et il y a eu certains résultats positifs. Mais le conflit en Ukraine semble accélérer les positions de l'Arabie Saoudite notamment parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, premièrement la Russie apparaît de plus en plus à ces pays-là comme le futur gagnant de cet affrontement et qu'il vaut mieux être du côté des gagnants que des perdants. Ils ont compris que les États-Unis d'Amérique sont une puissance en phase descendante qui va perdre son influence et l'Arabie Saoudite se rapproche, de même que les Émirats Arabes Unis d'ailleurs, se rapproche énormément de Poutine actuellement. Il y a différents, c'est pas des rêves ce que je dis, il y a des faits. Hein. Blinken a essayé de convaincre les deux princes de ces deux pays, Arabie Saoudite et Émirats Arabes Unis, d'augmenter leur production pour faire baisser les tensions sur le gaz et le pétrole russe. Ils ont refusé. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, les Russes et Poutine personnellement a été très ferme vis-à-vis comment Ben Salman. Hein? Ben Salman. Non, devant le Premier ministre israélien, j'ai oublié ça. Bennett, voilà. En lui disant qu'il exigeait le retour de l'Église à la Russie, et ceci est dû au fait que Israël s'est allié au côté occidental dans l'affaire ukrainienne. Donc je pense que le rapprochement de l'Arabie Saoudite de la Russie est incontestable et qu'il sera pérenne. Très bien, merci bien. La même question pour vous, maître. C'est la dernière question. Oui, je dis juste une phrase, hein, madame. Oui. Votre logique aurait été bonne si le projet sioniste n'était pas antérieur à ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale. On ne peut pas réparer quelque chose par un projet qui est antérieur. C'est juste pas possible, historiquement. Et on peut remonter au pogrom, justement, ukrainien, à l'encontre des Juifs. Mais c'était pas, je dirais, la Shoah dont on parle aujourd'hui. À l'époque, à la fin du 19e, il y a eu un pogrom juif. Mais c'était du côté ukrainien, là avec lesquels ils se rallient aujourd'hui. C'est ça qui est intéressant. En tout cas, c'est l'absurdité de l'histoire et de l'histoire de ce régime sioniste. Ça, c'est pour ce qui se passe par rapport à l'Arabie Saoudite et l'Iran. J'ai envie de dire, la question n'était pas l'Arabie Saoudite et l'Iran. Non, l'Arabie Saoudite, par rapport à l'histoire. L'Arabie Saoudite, en tant que leadership du monde arabe, quelle est sa politique envers de Palestine? Voilà. Alors, la politique saoudienne par rapport aux Palestiniens,
me semble-t-il, il y a une espèce de jauge qui se met en route. Alors, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas rejeter totalement la résistance palestinienne, c'est-à-dire le Hamas et le djihad islamique. Ils essaient de les attirer, mais comment les sortir des griffes des Iraniens? Ça, c'était je dirais, un complexe pratiquement, un complexe de vie, parce qu'il y a quelqu'un qui vous paterne, qui vous alimente, qui vous donne de l'argent, qui vous donne des armes, qui vous donne de l'entraînement, qui vous donne même une perspective de stratégie par rapport à votre projet, et vous avez en face quelqu'un qui vous offre rien. Alors, en face, mais en même temps, ils ont eu des liens toujours profonds avec l'OLP, avec Sarah Arafat, c'est-à-dire comment créer cet équilibre avec un pouvoir qui baisse et avec une résistance qui augmente. Là, on est devant quelque chose qui, je dirais, qui relève presque du phénoménisme. C'est pour ça que la Russie va jouer un rôle Très bien. prédominant dans cette affaire. Bien.